Merci beaucoup. Je pense que je suis d'origine paysanne, mais même si mon père n'était pas un paysan. Et je suis d'origine paysanne, je viens d'un village du Mali. Mais mon père, en fait, est le seul dans sa famille qui a été enlevé par la colonisation pour aller à l'école. À l'époque, c'était vraiment un problème d'aller à l'école parce que les chefs traditionnels étaient obligés de donner un de leurs enfants pour l'école coloniale. C'était des sortes d'otages. Et donc, c'est comme ça que mon père est allé à l'école. Donc, il est le seul membre de sa famille qui a fait des études. Et quand il a fini ses études, il a travaillé dans l'administration coloniale et après à l'indépendance, il a travaillé pour... Donc, mon trajet commence à ce niveau. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pu faire des études, puisque mon père était instruit, et donc il a fait instruire aussi les enfants de ses frères. Donc, pour moi, je n'étais pas obligé de devenir paysan. J'avais aucune obligation, aucune pression pour d'être un paysan, mais j'ai choisi de devenir paysan. La raison, elle est simple. Dans les années 70, j'étais encore assez jeune, il y a eu une très grande sécheresse au Mali. C'est une sécheresse qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Et moi, j'étais jeune, j'étais d'une famille des classes moyennes, donc qui avait les moyens, et on n'était pas touché par la faim. Mais j'ai vu ce que la faim pouvait faire dans un pays. Je voyais des gens venir demander un peu de son, des choses que normalement les êtres humains ne mangent pas. Oh. Et donc ça m'a. Je pense que cette image, je ne l'ai jamais oubliée. J'ai été choqué par les conséquences de cette sécheresse. Et donc, je pense que ma volonté d'être un agriculteur, de faire quelque chose, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de choses, je pense que c'est... Plus je remonte, je me dis c'est là où ça a commencé. Et donc, quand j'ai fini le bac, mon père voulait que je devienne médecin. Il voulait que j'aille à l'école de médecine. Mais moi, je n'étais pas intéressé par ça. J'ai dit que je vais à l'école agronomique. Il n'était pas très content. Mais j'ai tenu bon, je suis allé, j'ai fait un cycle ingénieur. Et quand j'ai fini, et que j'ai dit que je voulais aller m'installer comme agriculteur, là, il a dit que je suis devenu fou. Parce que pour lui, oui, bon, en fait, il avait raison dans le fait que l'agriculture a été toujours abandonnée dans les politiques. Oui. Que c'est vraiment l'agriculteur, le statut même de l'agriculteur n'était pas viable. C'est-à-dire, d'ailleurs, les instructeurs nous disaient à l'école, si tu n'étudies pas, tu seras paysan. Oui. Donc, ça, je pense que c'est très violent comme image. C'est très violent comme façon de dégrader un métier. Oui. C'est un métier qui est noble, un métier, et je ne pense pas qu'il y a un métier plus noble que le métier d'agriculteur. Et donc, pour moi, je voulais devenir un producteur agricole. Et mon père n'était pas d'accord avec moi. Il souhaitait que je travaille soit dans les ONG, dans l'administration, puisque j'ai déjà fait des études d'ingénieur. Moi, ça ne m'intéressait pas d'aller m'asseoir dans un bureau. Ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, j'ai tenu bon. J'ai commencé à m'installer, ça avait beaucoup de difficultés. Et je pense que c'est ma formation qui a été un peu l'outil, le déclencheur de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui au sein du mouvement paysan de mon pays. Parce que quand en 1991, il y a eu ce qu'on appelle la démocratisation, où on n'avait plus le parti unique, la dictature a été partie, on avait la liberté de s'organiser. On n'avait pas ça avant 1991 au Mali. Et donc on avait la possibilité de s'organiser librement. Et c'est là où nous avons lancé l'idée de créer des mouvements syndicaux paysans, qui allaient avoir cette mission de défendre réellement les intérêts des paysans, de parler des politiques agricoles, de dialoguer avec les décideurs politiques. Donc je pense que c'est comme ça que progressivement, ça a été très difficile au départ parce que c'est quand même, à l'époque, il n'y avait pas les administrations, les services publics, les ministères en charge de ces questions n'étaient pas habitués à ce que des paysans viennent dire, mais parlons de notre situation, parlons de politique, parlons de cohérence, parlons de... Donc ils n'étaient pas habitués et ils nous ont fait voir de toutes les couleurs, mais je pense que nous sommes en train de gagner cette guerre-là, cette bataille, si je peux dire ça. Oui, oui. La BAFA représente plus de 80 millions d'agriculteurs, à peu près, à travers l'Afrique. Pourquoi pensez-vous qu'il est crucial que le monde connaisse?
Merci beaucoup. Moi, je pense que les 80 millions de personnes dont on parle, qui sont nos membres, sont ceux qu'on a pu compter. Mais en vérité, on n'a plus de membres que ça. Et moi, je pense que, pour moi, quand je parle dans des espaces publics comme cette grande réunion, je parle au nom de 65% de la population africaine qui sont des paysans. Ce n'est pas une question de... 65%. Mais de la population sont des paysans. Donc, c'est quand même... nous sommes la frange la plus importante de la population africaine. Mais aussi la frange qui reçoit le moins dans les allocations budgétaires. À ce jour encore, en 2025, aucun pays africain ne met 10% de son budget dans l'agriculture. Aucun pays africain. Même ceux qui disent qu'ils le font, en fait, c'est des montages. Si vous regardez de très près, vous allez comprendre que ce n'est pas l'agriculture qui reçoit ces financements, c'est d'autres secteurs. Mais ils font des amalgames pour pouvoir défendre un budget, faire un bilan élogieux par rapport à la question. Donc pour moi, en tant que leader paysan, mon rôle, c'est de faire en sorte que la voix de ceux qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à parler, qui ne sont pas, les voix qui ne sont pas audibles soient entendues. Oui. Et je ne parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble des agriculteurs africains. Donc pour moi, je pense que là, il faut défendre les intérêts de 65% de la population africaine, qui sont encore des paysans. Ce matin, on a entendu des pays comme Madagascar, ou comment on appelle, le Libéria, qui ont dit que leur population agricole représente 80% de la population totale. Yep. Donc c'est énorme. Ça veut dire que dans certains pays, 80% du travail, de l'emploi est créé par le secteur rural. Donc ce n'est pas un secteur avec lequel on doit se permettre de prendre des risques. On doit réellement soutenir ce secteur-là. Comprendre ces problèmes, être à l'écoute des acteurs qui travaillent dans ce secteur-là, investir dans leurs besoins réels, parce que c'est ça qui est le problème, c'est là où le bas blesse. Parce qu'en Afrique, quand on dit qu'on investit dans l'agriculture, vous allez comprendre que c'est de la corruption, on investit dans la corruption, on n'investit pas dans des créneaux, dans des filières qui fonctionnent. C'est comme le jeune agriculteur d'Europa l'a dit, nous en avons marre des subventions, parce que c'est des subventions qui ne sont pas faites pour les paysans. C'est fait pour que ça soit capté par d'autres niveaux, disons au niveau de l'administration, du secteur privé, donc des ministères. C'est eux qui captent réellement ces ressources-là. Et c'est pour qu'ils adorent les subventions. Donc nous, ça ne nous rend aucun service. Je pense que c'est juste, on a juste des situations où on salit le nom des secteurs des paysans en disant l'État donne des subventions aux agrès. Mais en réalité, je pense qu'il faut être à l'écoute réelle, une écoute réelle, co-construire avec ces acteurs-là. C'est comme ça que l'Afrique va relever la tête demain. C'est comme ça que l'Afrique va être ce continent de positivité, où, disons, on aura véritablement une situation où la majeure partie de la population comprendront que réellement ils ont une chance dans leur pays. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des conflits que nous avons en Afrique, y compris violents, qu'on appelle les conflits salafistes ou djihadistes ou je ne sais pas quoi, les rébellions, les guerres que nous avons un peu partout en Afrique viennent du sous-investissement en Afrique. Si vous analysez de très près, la principale cause, pour ne pas dire l'unique cause, c'est qu'on n'a pas investi dans l'agriculture. J'ai envie un peu que vous élaboriez un peu sur ça, sur le fait que l'agriculture, c'est... Mais vous savez, quand... quel est votre message à la génération qui vient, la nouvelle génération, et comment leur montrer que l'avenir de l'Afrique passe par l'agriculture? Moi, en fait, je pense que peut-être qu'il ne faut pas faire des messages à l'endroit des jeunes, mais faire des messages à l'endroit des décideurs politiques. Parce que c'est là où le bas blesse. Vous savez, les jeunes vont là où ça fonctionne. Oui. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a vu son père pauvre toute sa vie d'aller être pauvre lui aussi. Les jeunes rêvent. On peut prendre tout à quelqu'un sauf son rêve. Les jeunes rêvent d'autres choses. Ils rêvent disons, de travailler moins de pénibilité. Ils rêvent d'avoir des revenus décents. Ils rêvent de vivre dans un certain confort. Ils ne peuvent pas avoir ça dans le système agricole actuel. Ils ne peuvent pas. Donc c'est les décideurs politiques qui doivent comprendre que ils ont intérêt à investir dans ces jeunes avant qu'ils deviennent des guerrieros ou je ne sais pas, en tout cas des bandits ou des gens qui prennent les armes contre leur propre pays. Parce qu'il y aura forcément
la jeunesse se rébellera toujours en Afrique. Elle va continuer à se rébeller. Elle va continuer à faire des rébellions, à faire des groupes dangereux pour la stabilité de l'Afrique. Parce qu'on ignore cette jeunesse-là. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont en train de combattre dans le Sahel aujourd'hui, dans ma région, le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont des enfants d'agriculteurs, d'éleveurs, des pêcheurs. Non, il n'y a pas de combattants qui est venu d'ailleurs. Maintenant, qui les finance? C'est ça la question. Qui est derrière eux? Mais il y a déjà des forces économiques et politiques derrière. Ça, c'est une autre question. Mais si ces gens ont pu les recruter, c'est parce que nos gouvernements ont failli. Parce que depuis l'indépendance, on n'a pas investi dans le secteur agricole, surtout dans la jeunesse agricole. Donc, je pense qu'il faut changer ces paradigmes aujourd'hui. Il faut rapidement trouver des solutions politiques. Si on est capable, on a des exemples qui montrent dès qu'on crée des vrais projets qui fonctionnent, les jeunes reviennent, ils quittent les rébellions, ils quittent les... Mais il faut créer ces initiatives-là pour leur montrer que ce n'est pas ça la voie de l'avenir, qu'ils n'ont pas à mettre leur vie en danger, qu'ils n'ont pas tenté à immigrer même dans d'autres continents, qui deviennent de plus en plus difficiles d'ailleurs, ils risquent leur vie, ils perdent, ils se noient dans la mer, dans la Méditerranée. Il faut sortir de ces pièges-là aujourd'hui, redonner espoir à cette jeunesse-là. Mais les politiques sont interpellées, parce que la politique est en train de devenir synonyme de corruption en Afrique. Et c'est ça où le bas blesse. Les ressources sont concentrées dans la capitale au détriment des zones rurales. Vous savez, on dit que souvent, c'est dans les pays africains en général. Je ne parle pas de mon pays uniquement, mais dans tous les pays africains. En moyenne, 80 à 85% du budget est consommé dans la capitale. Uniquement dans la capitale. 85%. Du budget total, de l'argent public est consommé dans la capitale. C'est ça la guerre. Vous savez, les gens ne savent pas, mais c'est ça la guerre. Vraiment, c'est une déclaration de guerre. Et c'est pour ça qu'on a des conflits violents. Parce que c'est pas possible. Vous savez, la ville, la capitale, c'est une ville, c'est un petit territoire. Mais vous savez, si vous voulez trouver des hôpitaux, c'est dans la capitale. Vous n'en verrez pas. Si même l'eau potable, vous n'avez pas ça dans les villages. Et on veut que les gens restent dans les villages. C'est pas possible. L'électricité, n'en parlons pas. Les autres services, commodités, n'en parlons pas. Non. Il faut investir dans les territoires. Il faut des voies. Il faut toute une construction qui permet de redonner vie au territoire. Et si c'est fait, les gens retournent. Il n'y a aucun doute. Mais dans la situation actuelle, tout le monde viendra dans la capitale. Et ceux qui peuvent créer des dynamiques violentes pour s'imposer, le feront. Et c'est pas, je ne pense pas que l'avenir de l'Afrique soit dans ça. Mais si vous aviez une seule réforme à mettre en place immédiatement pour changer la donne, laquelle serait-elle et pourquoi? Je pense que si on doit faire une chose en Afrique, une seule, oui. Pour moi, c'est de clarifier la gestion de l'argent public. Okay. Vous savez, en Afrique, c'est que les politiciens et l'administration nous demandent, payez vos impôts et taisez-vous, nous on dépense pour vous. C'est vrai. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est à la base de la corruption, qui est devenue endémique dans tous nos systèmes, dans toutes les sphères de l'Afrique. Il ne peut pas avoir de secret autour de ce qui nous appartient à nous tous. Ce n'est pas possible. Nous, on paie des impôts. Ces impôts sont cumulés. Une poignée de gens dans la capitale, une petite élite d'administration, d'hommes d'affaires ou d'affairistes qui sont autour, gèrent ça à leur guise. Et voilà, ils deviennent immensement riches, pendant que le reste des gens meurent dans la pauvreté. Non, c'est ça la guerre. Encore une fois. Il faut être lucide avec soi-même. L'Afrique doit redevenir lucide, un continent de lucidité. Si nous voulons avoir un avenir, il faut ce minimum de transparence. Il faut la transparence sur les ressources publiques, le budget, comment les allocations se font. Les organisations de producteurs ont le droit de participer au collège budgétaire dans le pays. Et ils ont le droit de savoir. Si l'État dit je mets même 2% ou 1%, où va cet argent? Est-ce que c'est dans les salaires ou les avantages des fonctionnaires? Ou réellement ça va dans les territoires, dans les familles, dans les exploitations agricoles, dans l'outil de production des exploitations, dans la construction des chaînes de valeur, dans la mise en marché des produits? Est-ce que ça va dans ça? Ou alors c'est des avantages qui sont captés? La question elle est là.
Parce que même si nous mettons peu, mais si c'est mis avec efficience et transparence, et transparence, et dans la transparence, je vous assure, les résultats vont venir. Mais il n'y a pas de résultats parce qu'il n'y a aucune transparence dans l'utilisation des ressources publiques dans nos pays. Et ça, il faut changer ça. Ok, le dernier mot pour la fin. Dites-vous, si vous avez quelque chose à dire à tout le monde, pas à propos de la PAFO seulement, à propos juste à propos de tous les agriculteurs que vous représentez, qu'est-ce que vous diriez? Vous pouvez vous adresser au gouvernement, aux jeunes, aux femmes, n'importe qui. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Ben moi, je pense que d'abord, je dirais aux agriculteurs que notre métier est noble et qu'il ne faut pas accepter qu'on la salisse. Yeah. Nous ne devons pas accepter l'image qu'on fait de nous, c'est l'image du misérabilisme où le paysan doit être pauvre, il doit dormir dans une case mal construite, il doit manger que des pâtes, des céréales. Cette image-là, on doit la refuser. Le paysan est un être digne qui travaille dur au soleil, sous le soleil, sous la pluie, qui arrive à s'aimer dans des conditions de changement climatique extrêmes, d'inondations, sécheresse, ensoleillement, qui arrive à se nourrir les pays. Nous produisons plus de 80% de la nourriture de l'Afrique. Et ça, c'est parce que ça, c'est sans investissement. Seulement 6% des agriculteurs africains ont accès au crédit. 6%, c'est une honte. Il n'y a pas d'un autre mot. Donc, si on est capable de comprendre ça, on comprend que nous sommes les seuls secteurs performants en Afrique, c'est le secteur des petits agriculteurs. Il n'y en a pas d'autres. Pour le moment, tout. Peut-être que ça viendra. Donc, on ne va pas accepter que parce qu'il y a une poignée de l'élite politico-administrative à tout le pouvoir en Afrique et nous méprise, nous piétine depuis des siècles, des décennies, que ça peut continuer. Nous sommes la première force électorale en Afrique, en plus. Donc, comprenons que nous devons regarder sérieusement cet aspect. Le pouvoir doit comprendre que demain, il doit compter avec nous. Ça, je pense qu'on n'aura pas de politique agricole cohérente en Afrique si les mouvements paysans ne comprennent pas que leur seule chance c'est d'être ces contre-pouvoirs qui peuvent imposer cette cohérence-là. Et leur marque doit se voir dans les élections. Je pense qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui si nous voulons avoir des résultats.